The series of eruptions in Karthala from April through to November 2005 interested scientists as they produced not only phreatomagmatic but also magmata phases. Le cratère sommital du Karthala est certainement l'un des plus beaux de tous les édifices volcaniques que l'on peut rencontrer. C'est un cratère extraordinaire, un très grand cratère. Ce cratère est au centre d'une caldeira plus vaste, qui fait 3 km sur 4 à peu près, qui a au moins 4000 ans, qui a dû se former en plusieurs épisodes. Et donc au centre de cette caldeira, donc vaste structure d'effondrement, se trouve le cratère principal, Shungu-Sha'ale, qui est un cratère qui fait un peu plus d'1 kilomètre de diamètre pour 300 à 350 mètres de profondeur selon les périodes de son histoire. On the 17th of April 2005, red clouds crown Karthala. Rivers awaken and torrents of grey mud appear. The volcano sends volcanic ash all over the eastern zone of the Grand Comoros Islands, filling the open-air wells. Drinking water becomes rare and breathing becomes difficult. L'éruption du mois d'avril a débuté là aussi dans le cratère principal, dans le Shungu-Sha'ale. Et ce cratère, il faut savoir, depuis l'éruption de 1991, était occupé par un lac d'eau, tout simplement parce que le cratère du Karthala est un cratère qui est très profond, qui avait, avant les éruptions récentes, plus de 350 mètres de profondeur. Le magma qui est arrivé dans ce système donc, a vaporisé ce lac et donc il s'en est suivi une éruption violente, explosive, de type phréatomagmatique. L'eau ayant été volatilisée, cette éruption phréatomagmatique s'est poursuivie donc, par une phase magmatique qui a donné lieu à la constitution d'un lac de lave, on va dire, dans le fond du cratère. Une fois l'éruption terminée, le lac de lave s'est figé et le cratère a été à nouveau envahi par l'eau parce que la quantité de magma émise à cette époque-là n'était pas très importante. Généralement, nous intervenons le plus tôt possible, de manière, si possible, même à arriver lors du phénomène éruptif lui-même, donc pour apporter une assistance à l'Observatoire volcanologique du Karthala. Pour l'éruption du mois d'avril, Eric et Amidou sont intervenus très rapidement. Ils sont partis dès que nous avons su qu'il y avait une éruption au Karthala pour aider les personnels sur place. Malheureusement pour eux, cette éruption avait été de très courte durée, mais au moins ont-ils pu faire les premiers relevés sur place au niveau du sommet et obtenir donc les premières informations sur le déroulement de cette éruption. C'est eux en fait qui ont clairement montré le caractère phréatomagmatique de cette éruption du mois d'avril. Sachant qu'on avait pour mission de ramener des carottes des cendres donc déposées par l'éruption du mois d'avril, mais il a fallu trouver des solutions technologique. Cette solution a été constituée par des tubes en acier galvanisé qui ont été préalablement découpés sur une face. Cette face ayant été ensuite ressoudée, il a fallu donc introduire en force ces tubes dans les niveaux de cendres. Donc on s'est servi d'une masse pour pouvoir les faire pénétrer en force. Grâce à ce système, on a pu atteindre une profondeur de pénétration de l'ordre de 2 mètres à un endroit et de l'ordre de 1,50 m sur un autre point d'observation. Donc ici on a un carottage avec de la cendre. Par contre on peut constater différentes granulométries et différentes couleurs. Donc les couleurs, il y en a gris et puis ocre. Les gris, normalement, cela implique qu'il y avait eu beaucoup d'eau impliquée dans l'éruption. Et puis les ocres, c'est s'il y a beaucoup de magma impliqué dans l'éruption. Et puis, on a constaté aussi qu'il y a des petits niveaux de lapilli rocheux. Donc, ces lapilli rocheux montrent qu'il y avait un repos sur l'implication directe du magma dans l'éruption. Mais on avait aussi constaté que dans ces petits lapilli rocheux, il y avait aussi des lapilli magmatiques.
Donc, ce qui veut dire que l'éruption était entièrement phréato-magmatique. The volcano, after the eruption of the 24th of November 2005, became silent once again. More than 200,000 inhabitants were touched by the eruption cloud during the 14 days that the eruption lasted. Fortunately, this disaster made no victims. Situated in Moroni, the Karthala Volcano Observatory is the fruit of collaboration between the National Comoros Documentation and Research Centre, the University of Reunion, and the Paris Institute of Global Physics. The main goals of the Volcano Observatory are to supervise the volcano and to keep the population informed about the dangers of living in its proximity. L'Observatoire volcanologique du Karthala dispose de moyens relativement réduits, somme toute. C'est 5-6 stations sismiques, une station qui soit capable de mesurer les déformations du sol, quelques stations de mesure des gaz et puis un appareil photo qui nous permet de suivre l'évolution du sommet dans le temps. Et donc va être en mesure de pouvoir voir arriver une éventuelle éruption. Et parmi les deux personnes, donc, il y a un coopérant français qui est un technicien, donc, qui assure le fonctionnement technique de l'observatoire, et il y a un diplômé comorien qui a en charge donc, toute l'interprétation sur le plan volcanologique et le suivi des risques à l'observatoire. L'Observatoire volcanologique du Karthala reçoit aussi le soutien, depuis l'origine d'ailleurs, à la fois de l'Université de La Réunion, en particulier du Laboratoire des sciences de la Terre, et de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. After these two eruptions, the Reunion Island University Sciences of the Earth Laboratory create an expedition so as to be able to more fully understand this volcano. The team, made up of two scientists, Nicolas Villeneuve and Anthony Finizola, starts by taking spontaneous polarization measures on a field study. This manipulation consists in measuring the natural electric currents that circulate in the ground. Next, Nicolas goes to take the first measurings of the ashes and lava that were brought down by the eruption cloud and which now largely covers the summit of the caldera. This type of mission needs an important organization. The encampment is situated at more than 2,300 meters in altitude. It's not possible to bring supplies there every day, so food and water have to be brought in advance. 4 liters of water per person are necessary every day. The tents and all the equipment needed for the whole length of the mission have to be carried there. To transport all this equipment, 20 Comorian soldiers were mobilized. Nicolas and Anthony were accompanied by 2 Reunionese civilians who had come along to help them in their spontaneous polarization measures. After a long walk, the view is astonishing, lunar. All the vegetation is covered in ashes. The red of the craters, still in activity, contrasts with the surrounding devastation. The next day, very early, the mist lifts with the first rays of sun. The team awakes slowly. The first preparations of the day get everyone up and about. The mission is short and time must not be lost. Il faudrait que dans l'idéal, il y ait quelqu'un qui file la main à Anthony une après-midi pour que moi je fasse des fouilles, que je mesure les épaisseurs. Il me faudrait une demi-journée à moi tout seul pour pouvoir faire des épaisseurs de cendre. Donc là on prépare la sulfate de cuivre, c'est eau plus sulfate de cuivre. Ça va nous servir à mettre dans les électrodes. Celui-là, comme il a bien plu, ouais, il n'y aura aucun problème de contact avec le sol. Ouais, c'est bon. C'est saturé, c'est parfait. Il va juste prendre une bobine et puis voilà. On va pas loin, on va au bout là-bas. Okay. Aujourd'hui, on marche pas beaucoup. Okay.
The team, made up of François, Nicolas, Anthony and of one soldier, leave and goes towards the seismic station to repair it. It's not been working for several days. On their arrival, they see, without surprise, that the station is covered by a thick layer of ashes, and without its energy source it can't work. Nicolas takes a GPS reference and starts cleaning the ashes off of the photovoltaic panels. Donc après le sol tu le rencontres, je sais pas à quel moment tu peux faire la différence. Hein. Et là t'avais quoi? T'avais du sol ou de la cendre de la dernière fois? De la cendre. Ah ouais d'accord. Ce sera pas évident. To observe the composition of the ashes, they dig a big hole big enough to be able to get into and set about describing the different layers created by the last two eruptions. Entre l'ancien sol, donc avant avril, et là, on a 64 cm. Défine sur 23 cm. 2 cm de gravillon. On descend dans des fines sur 25 cm. Et les derniers centimètres jusqu'au fond, ils sont vachement durs. C'est possible que ce soit l'éruption d'avril. These first tests completed, Nicolas and Anthony start getting ready to measure the spontaneous polarization around the edge of the crater. Among the various methods of studying the hydrothermal systems, the spontaneous polarization method is without a doubt the simplest. But what is it exactly? Au niveau de la méthode d'analyse qu'on utilise ici, donc, qui est la polarisation spontanée, le principe en fait c'est tout simple, on mesure en fait une différence de potentiel naturel qu'il y a au niveau du sol. Donc on se connecte physiquement au sol au moyen de 2 électrodes. Ensuite on relie ces 2 électrodes par un câble électrique en cuivre, un simple câble normal, et on mesure donc en fait une différence de potentiel, donc une différence de potentiel naturelle qui est entre ces 2 points. Et l'origine de cette différence de potentiel est en fait due aux circulations de fluides, plus particulièrement d'eau. Quand on parle d'eau, en fait, c'est l'eau météorique, donc l'eau de pluie, qui va s'infiltrer dans le sol. En s'infiltrant, on va avoir un déplacement de charge électrique. Ce déplacement de charge électrique va créer une différence de potentiel et nous allons mesurer cette différence de potentiel. Alors, suivant que cette différence de potentiel est négative ou positive, on va savoir si on a en fait une infiltration d'eau vers le bas ou une remontée de fluide vers le haut, c'est-à-dire une zone active. On the site, everyone has their own particular job to do. Françoise's role is to keep the stations in good working order, so that they continue sending their information to the Volcanic Observatory in Moroni. Je suis en train de regarder les cartes VCO, donc qui font la modulation de fréquence du signal sismique. On émet de toute façon en continu un signal qui ne contient pas forcément des informations sismiques, hein, mais au pire c'est un signal plat monofréquentiel. Et voilà, quand on reçoit c'est bon, ça veut dire que ça émet. Here, there's a battery playing up, forcing François to intervene. Je graisse un peu l'écosse pour éviter que ça rouille, vu les conditions où c'est quoi, presque en contact avec la terre. C'est pas très beau. A hard day is over. The mist is again rising. Back at the campsite, worry is felt. Still no news of Nicolas. A black moonless night envelops the tents, and the men know how difficult it is to find one's way in such a hostile environment. Parce que dès que tu n'as plus tes points de repère lointains, il n'y a plus de repère proche, ça n'existe pas. Et tu as vite fait de un petit peu dévier, quoi. Et ben en fait, on a fait beaucoup de points. Et
Je crois qu'on souffle un peu. Et en fait, il fallait récupérer les affaires. J'avais une lampe, un GPS, tout. Mais le brouillard s'est levé. Et puis après, quand il s'est levé, on s'affole un peu, quoi. Heureusement que il y avait les radios. Et on m'a expliqué par où passer. Moi, je suis pas trop le tri de Faut pas manipuler de nuit. Moi non, quoi. On se perd très vite, hein. Même 2 jours. Hein. Ouais. Quand t'as plus de repères loin, et comme proche, tout se ressemble. Non, mais c'est bien. On a vu ce que c'était, on fera plus. After a full day and lots of emotion, the team sits down to eat by the fire. At over 2,200 meters of altitude, the temperature is around 5 degrees Celsius. It's the moment to talk about and to comment on the events of the day. On va arriver dans la très forte densité de blocs. On voit bien qu'il y en a beaucoup plus là-bas. Hein. Oui, oui, c'est clair. Parce que là, il y a quoi? Il reste 50 mètres avant le cratère. Par rapport à ce qu'on avait au mois d'avril, il n'y avait pas d'une part tous ces blocs, et il n'y avait pas des gros paquets de magma comme ça. Il y avait juste quelques petits morceaux comme ça. Tant et si bien qu'avec avec les gars avec qui on était, on avait pu en fait faire des carrés et compter les morceaux là. On va prendre une distance pour voir la distance au lac, et puis les parois aussi. Par contre là on va noter le point GPS ensuite parce que ça nous permettra de savoir d'où on a regardé. Ok, donc là c'est un système de tachymètre classique en fait, hein. Ça donne une distance, ça envoie un rayon et le rayon revient. On a tous ces éboulis qui ont lieu en ce moment, qui mettent un panache devant nous et du coup on a vraiment du mal à faire le point. Donc on fait le point sur quelque chose de très près, mais de très loin c'est très difficile. Le lac qui s'est mis en place est venu boucher un beau cône, hein, qui était là. C'est un volcan qui est tellement grand que si on cherche un peu on trouvera quelque chose qui a changé, mais c'est pas sûr. Hein. Ce qui est marrant, c'est ces deux petites îles, hein, là, qui sont en bas, hein, qui sont hyper oxydées en plus dessous. Quand on regarde les bords du cratère, on voit très bien qu'il y a des lits de zones blanches, plus foncées, plus blanches, plus foncées. Et ces zones blanches, en fait, ce sont les cœurs d'écoulées qu'on refroidit tout doucement. Ils sont très compacts, hein, parce qu'elles ont eu un temps de refroidissement très long. Et c'est ces fameux cœurs de coulée qu'on retrouve là. Hein, en fait, c'est très simple. Hein, on n'a qu'à regarder au sol, on voit un caillou blanc. Ce caillou blanc il est de la même origine que le caillou blanc qui est en fait en face de nous. Donc c'est là qu'on comprend que lors de l'événement, hein, la période paroxysmale de l'événement, il y a eu du matériel qui construisait, hein, qui faisait vraiment la base de ce volcan, qui est parti éjecté par la puissance de l'éruption. L'éruption a eu énormément de dépôts de cendres dans un premier temps. On peut penser, hein, puisqu'il y a eu une explosion au début avec le gros panache que Moroni a vu, plus certainement des blocs à ce moment-là. Vraisemblablement ensuite il y a eu des grandes fontaines, juste avant l'installation du lac. Ces grandes fontaines ont déposé ces éléments qu'on voit là, mais malgré tout il y a eu après quand même une activité explosive de nouveau, puisqu'il y a des blocs sur les produits des fontaines. Ensuite il y a eu le lac qui s'est mis en place, et ce lac donc s'est tari au fur et à mesure. Classiquement, il s'est formé 2 petits cônes au milieu. Ces 2 petits cônes sont liés à l'activité fontainique qui a continué. Je vais faire, c'est essayer de faire une petite cartographie de la limite de la forte densité. Having made his observations, Nicholas makes a quick sketch of the outskirts of the large amount of blocks near the edge of the crater. As he advances, he takes GPS references. Later, these recordings will allow him to map the area with precision. Ça, c'est de l'ancien. C'est un morceau du bord du cratère qui a été arraché lors de l'explosion. Mais il a été arraché, mais en même temps, il se retrouve avec tout ce qui est noir autour. Ça, c'est du magma frais. Du magma qui était donc encore liquide il y a 10 jours. C'est incroyable, hein, t'as vu? Là, on voyait directement les blocs. Alors que là, déjà, on voit plus les blocs, hein, t'as vu? Regarde, autour de nous, il n'y a plus de blocs blancs. En revanche, les blocs blancs, ils sont où? Ils sont là. Ils sont enfoncés dans la colonne de cendres qu'il y a là, qui est épaisse. Hein. On avait mesuré plus de 2,40 m ici en avril, donc on ne sait pas trop combien il y a. Mais ce qui est sûr, c'est que les blocs éjectés ont dû avoir une balistique et rentrer dans cette cendre. Et d'ailleurs, hier, on a fouillé, on en a trouvé un. Il tombe de façon complètement aléatoire et des fois, il tombe sur un autre qui existe déjà.
Et alors là, ça fragmente complètement les rochers. Far from Carthella, in the Sciences of the Earth laboratory at the Reunion Island University, Nicholas is giving the first results from the elements and observations brought back from the last 2 missions. After several months of research, he is now presenting a precise cartography of the projected blocks. On s'aperçoit que spatialement, il y a une zone préférentielle de retombée de blocs, en tout cas de blocs visibles. Les blocs sont principalement sur la partie nord de l'édifice, vraiment à proximité du Shungu Sha'ale. Ce qui signifie en fait que soit l'énergie dépensée lors de l'explosion a été relativement faible et a balancé ces blocs pas trop loin, soit qu'une seconde vague d'explosion a entraîné les dépôts de cendres sur les premiers blocs déposés. Magali a été faire de la stratigraphie, c'est à savoir mesurer les épaisseurs de cendres, mais également échantillonner pour regarder ce qu'il y avait dans ces cendres. Le but ultime de tout ça était de regarder si on trouvait dans ces cendres du magma pour savoir si les différentes étapes de l'éruption étaient systématiquement phréatiques, c'est-à-dire sans magma, ou phréatomagmatiques, à savoir avec un apport de magma juvénile. Les regarder sur microscope, ça nous permet de mieux connaître encore l'éruption, de savoir par exemple si c'est très vacuolaire, s'il y a des petites bulles d'air dedans, de savoir si c'est vitrifié, ça renseigne sur la rapidité de refroidissement. C'est seulement intéressant de montrer que sur une bombe, il y a un gradient de refroidissement qui part de la bordure vers le cœur et que les olivines squelettiques se trouvent vraiment vers la bordure, ce qui montre un refroidissement rapide, alors qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche du cœur, les cristaux ont eu beaucoup plus de temps pour refroidir et ont pu être automorphes. Nous, on a échantillonné. Pour mieux connaître l'éruption, on a regardé vraiment tous les dépôts, les cendres, ce qu'elles contenaient. Donc les fragments magmatiques, ce que je regardais sous microscope. Les fragments magmatiques ont montré que l'éruption de novembre 2005 a été phréatomagmatique. Donc il y avait de l'eau, mais il y avait aussi du magma. Anthony, for his part, is already commenting the results obtained during fieldwork using the spontaneous polarization method. He is already drawing his own conclusions. Ce qui est particulièrement intéressant sur cette carte où on visualise très bien avec les zones rouges, donc les zones préférentielles de remontée de ces fluides, les zones bleues et vertes, les zones moins actives, on dira. Mais on visualise tout de suite que la partie nord de cette caldeira est une zone particulièrement propice aux remontées de fluides, contrairement aux 2 lobes sud qui sont nettement moins actifs. Les parois de cette caldeira limitent vraiment l'extension de ces fluides latéralement, c'est-à-dire que dès qu'on passe de la caldeira qui est particulièrement rouge à la bordure de cette caldeira, on passe en fait d'une couleur rouge très vive à une couleur vert ou bleu, c'est-à-dire nettement moins active. Donc on a la circulation préférentielle des fluides qui remonte presque uniquement dans ce lobe nord de la caldeira et est limitée par ces parois. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de comparer en fait un travail qui a été effectué il y a 10 ans, en 1995, avec le travail actuel, donc effectué durant la crise de 2005. Alors, si on compare les 2 documents cartographiques, on va s'apercevoir en fait que les anomalies globalement sont situées au même endroit, c'est-à-dire qu'on a des remontées préférentielles de fluides avec ces couleurs rouges centrées dans le parti du lobe nord de la caldeira. La seule chose qui a réellement changé entre 1985 et 2005, c'est l'amplitude de ces anomalies. On voit que les anomalies qui faisaient environ 1000 millivolts en 1995 ont été divisées par 2 et n'en font à peu près que 500 actuellement. C'est dû au fait qu'en 1995, nous étions dans une période particulièrement calme. La dernière éruption du Karthala datait de 1991. Donc ces mesures ont été effectuées dans une période où l'eau circulait tranquillement, alors que là nous sommes passés en 2005 avec des mesures qui ont été effectuées durant la crise éruptive, c'est-à-dire que le début de cette crise a fait vaporiser littéralement toute cette eau au sein du cratère et a diminué considérablement les circulations de fluides. Donc on a, avec ce travail en polarisation spontanée, les anomalies qui ont été diminuées de moitié. The Karthala is a big shield volcano, much like those in Reunion Island and in Hawaii. These structures, amongst the biggest in the world, teach us about the internal workings of the Earth. One of the main reasons that scientists take so much interest in Karthala is because it has a remarkably active hydrothermal system. This marriage of water and magma in the heart of the volcano is at the centre of the studies carried out by the Sciences of the Earth laboratory at the Reunion Island University
as Karthala has yet to reveal all of its secrets.